Bonjour et bienvenue dans ce podcast intitulé Les alicaments. Je suis Coralie, praticienne en naturopathie et hypnose ericksonienne, et il me tenait à cœur de partager avec tout le monde ces fameux aliments qui nous soignent, donc les alicaments, qu'on appelle aussi super aliments, car comme l'a si bien dit Hippocrate il y a plusieurs milliers d'années, notre alimentation est notre première médecine. Ça n'exclut bien évidemment pas les consultations. Je le précise en passant. Mais effectivement, l'alimentation, à l'heure d'aujourd'hui, de toutes ces alimentations hyper industrialisées que nous pouvons consommer, nous détruisent quand même pas mal de l'intérieur. Et le fait de revenir à une alimentation saine est très important. D'où l'arrivée des podcasts sur ma chaîne. Et pour commencer, je vais donc vous présenter les aliments qui soignent, donc les alicaments, qui ont donc une efficacité sur énormément de troubles digestifs, également le diabète, l'hypertension, qui aident même à prévenir les accidents vasculaires. Tous les accidents cardiovasculaires peuvent être prévenus par la consommation de pas mal d'aliments que je vais vous énumérer. Alors, c'est une contraction donc entre le mot aliment et médicament qui a donné donc ce fameux mot alicament. Et cette liste que je vais vous présenter est validée par l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, parce que tous ces aliments contiennent énormément de nutriments en grande quantité, du fer, du calcium, plein de vitamines, des stérols, des oméga 3, plein d'acides gras essentiels, qui sont dits justement essentiels car notre corps ne peut pas les synthétiser, ne peut pas les fabriquer, et donc pour pouvoir les utiliser, nous sommes obligés d'en passer par l'alimentation. Voilà. Alors ces aliments que je vais vous présenter peuvent être facilement intégrés à des plats de tous les jours. Donc c'est là où c'est magique, c'est qu'il suffit de les intégrer à vos plats et vous prévenez votre santé tout en mangeant des bons petits plats en famille, tranquillement. Voilà, c'est juste parfait. Et si comme moi vous vivez dans le sud, vous avez forcément entendu votre grand-mère vous bassiner avec les bienfaits de l'ail que l'on déteste lorsque nous sommes enfants parce que nous n'aimons ni l'odeur ni le goût qui est très fort. Mais sachez que nos mamies avaient bien raison. L'ail est un des premiers sur cette fameuse liste des super aliments et il contient énormément de molécules qui nous équilibrent en fait, clairement, car il a un rôle au niveau de notre équilibre acido-basique. Il a un rôle antiseptique, bactéricide. Il a également une action diurétique, donc il permet de nous épurer. Cette action donc nettoie le sang et également les reins. Et l'ail d'ailleurs a une grande capacité de prévention dans les maladies cardiovasculaires. Il a également la capacité de diminuer le taux de cholestérol. Donc c'est vraiment un allié de pair pour notre sang. Et il a, comme je suppose, vous le pensez déjà, une action antiparasitaire également au niveau intestinal. D'ailleurs, on utilise très fréquemment l'ail pour les petits à l'école qui sont malades des petites infestations au niveau des oxyures, qui sont des petits vers dans les intestins, qui est très très fréquent hein, dans les écoles de jeunes enfants. Et l'ail, si vous avez l'habitude de manger de l'ail régulièrement, vous remarquerez que votre enfant, s'il consomme les mêmes plats que vous, eh ben, n'attrape pas forcément justement ces petites oxyures que beaucoup d'enfants attrapent. Par contre, il est indispensable de l'associer à l'oignon pour la pleine efficacité de cette action antiparasitaire. L'oignon qui d'ailleurs, lui aussi, se trouve sur notre liste des alicaments, de par ses capacités à diminuer la tension artérielle, et il combat lui aussi l'excès de cholestérol. Il a également une action sur certaines mycoses, mais pas sur toutes. Et une action également au niveau des reins en combattant les troubles urinaires. Voilà. Donc l'oignon est un des grands champions sur notre liste. Ensuite, nous pouvons
noter en troisième aliment la gelée royale. Donc celle-ci qui n'a pas forcément un bon goût, mais pour ceux qui arrivent à la consommer, on peut la mélanger avec un petit peu de miel pour réussir à passer ce petit goût acide que parfois certaines personnes n'apprécient pas, soit dit en passant. Et la gelée royale, elle a une action incroyable contre la fatigue et le surmenage. Elle a des propriétés hyper tonifiantes qu'on ressent très rapidement. Et alors, si on veut se faire une bonne cure revitalisante, on peut passer une petite cuillère le matin, éventuellement avec du miel. On peut la mélanger dans une infusion, c'est totalement possible. Et on la consomme le matin, on se fait une petite cure de 4 à 6 semaines. Et alors là, vraiment, c'est la vitalité qui revient à plein régime. Voilà, donc pour la gelée royale, qui est également sur notre liste. Et donc dans la liste, avec un aliment, pour continuer sur la liste des revitalisants, on va dire, des aliments alicaments revitalisants, nous avons le basilic, qui peut se consommer frais dans les salades, dans les sauces. On peut même le consommer en infusion, mais c'est préférable de le consommer frais. Et lui aussi, il a une grande efficacité contre le surmenage, tous ces troubles de tension que l'on peut ressentir quand on est trop fatigué. Mais le basilic, il a également une action sur les troubles nerveux. Il est hyper apaisant au niveau des troubles nerveux, donc ça peut être utile d'en consommer régulièrement dans l'alimentation. Et il augmente les propriétés digestives de l'estomac grâce à son action antiseptique qui n'est pas inhibée justement dans l'estomac. Donc il arrive à agir même au niveau de l'estomac, le basilic. Et en passant en huile essentielle, donc par exemple dans une petite cuillère de miel, 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle de basilic, les petites cures pour adolescents ou pour les gens qui ont des examens à passer, je pense aux adolescents parce que c'est souvent eux qui sont face à des examens à passer, une petite cure de 6 semaines d'huile de basilic dans du miel le matin, ça permet d'augmenter les capacités cérébrales et les capacités de concentration. C'est littéralement magique, c'est hyper efficace. Le basilic donc frais est noté sur notre liste des alicaments. Alors, au niveau des alicaments que l'on peut consommer facilement dans l'alimentation, nous trouvons tous les choux qui ont des propriétés anti-inflammatoires et également des propriétés anti-anémiques, ce qui est très intéressant lorsque nous sommes par exemple dans des périodes, nous les femmes, périodes du mois que nous n'apprécions pas forcément, qui nous fatiguent. C'est souvent dû au fait que nous manquons de globules rouges. Et donc le chou peut nous aider. Et les personnes diabétiques consomment également beaucoup de choux car c'est un légume, ce sont des légumes qui nous aident, qui peuvent réguler la glycémie. Ils ont cette capacité de réguler le taux de sucre dans le sang. Et c'est vrai que du coup, il est relativement apprécié, j'allais dire, par du coup les diabétiques. Et tant que nous sommes dans la verdure, je continue avec quelques herbes aromatiques que l'on trouve donc sur notre fameuse liste super aliments alicaments. Nous trouvons donc l'estragon qu'on peut associer donc dans des sauces, avec des viandes ou du poisson. Et l'estragon a une super action au niveau digestif, il est super efficace et en plus il nourrit notre microbiote intestinal, donc ce qui est très important pour une digestion saine et sans douleur, etc. Et l'estragon contient également beaucoup de vitamine C. Donc la vitamine C, ce fameux antioxydant qui nous permet donc de lutter contre les radicaux libres. Voilà. Donc l'estragon est un allié de pair pour la digestion. Et le persil, que nous connaissons tous. Alors là, le persil, c'est assez facile de l'intégrer à nos plats. Nous avons tous plein d'idées et plein de recettes qu'il inclut. Donc celui-ci est à consommer frais de préférence, mais ses actions ne sont pas forcément inhibées par la cuisson, si on respecte une cuisson douce. J'évoquerai les cuissons un petit peu plus loin. On peut l'intégrer dans les salades, les plats, les vinaigrettes. Et alors le persil, lui, il a une action dépurative sanguine à fond. Donc il est vraiment hyper bon pour notre sang. C'est un stimulant musculaire, donc si vous êtes adepte du sport, pensez-y.
Et il est également un stimulant nerveux et un détoxifiant diurétique. Donc lui aussi nettoie nos reins. Voilà. Concernant donc les herbes aromatiques inscrites sur notre liste. Mais de façon générale, toutes les herbes aromatiques que l'on peut trouver dans la région du Sud, par exemple, et même en magasin, hein, on achète du bio et c'est parfait. Elles sont vraiment pleines de calcium, de plein de vitamines. C'est vraiment un gros avantage de consommer quotidiennement dans nos plats plusieurs herbes aromatiques. Il y a également pas mal d'épices que nous pouvons citer, qui sont inscrits dans les super aliments, comme la cannelle. Alors celui-ci en général est apprécié des enfants en prime, donc ça c'est le petit avantage de la cannelle. Donc on peut l'intégrer dans des aliments sucrés, mais même nous, adultes, dans le café, ça c'est pas mal. Dans le thé, bon, il y a plein de façons d'intégrer la cannelle. Donc c'est préférable de l'acheter en petit bâton que l'on râpe, hein, afin de conserver toutes ses propriétés, car ça a tendance à un peu s'oxyder en déjà râpé à l'air libre. Mais bon, ça reste quand même une bonne consommation, même si c'est déjà en poudre. La cannelle, elle a énormément d'effets antioxydants et également un effet de régénération cellulaire. Et elle stabilise la glycémie. C'est vraiment sur la glycémie, le taux de sucre dans le sang, un allié de pair. Les gens diabétiques peuvent en consommer, mais alors c'est magique, magique, magique. Au niveau de la régulation de la glycémie, ça aide énormément. Ça n'empêche bien évidemment pas de prendre l'insuline, mais ça accentue, on va dire, l'efficacité et puis ça fait durer dans le temps. Et donc cette fameuse cannelle que l'on peut même incorporer dans des yaourts, dans des desserts, c'est assez facile de trouver des solutions pour l'intégrer, on va dire, quotidiennement dans nos plats. Et dans la liste des épices, nous trouvons également le cumin. Lui aussi est hyper antioxydant. Il facilite la digestion. Il combat les troubles respiratoires. Le cumin a une grande action au niveau des troubles respiratoires. Donc l'intégrer au plat, si vous avez par exemple dans des familles qui ont des tendances de troubles respiratoires, en prévention c'est magique. Et en accompagnement également d'un soin, ça n'a aucune interférence, le cumin, il n'y a aucun souci. Donc l'asthme, bronchite, hein. Lui aussi a un effet régulateur de glycémie, bien moins puissant que la cannelle, mais quand même. Voilà, mais à noter particulièrement le cumin pour les troubles respiratoires. Un que l'on ne cite plus, j'ai envie de dire, c'est le curcuma, que tout le monde connaît, qui est facile à incorporer dans les plats, un petit peu épicé type indien. On peut l'incorporer avec la viande, on peut même le mettre dans des omelettes, dans les vinaigrettes. Par contre, le petit hic, entre guillemets, du curcuma, que l'on ne sait pas forcément, c'est qu'il est à associer avec le poivre noir, et je dis bien noir, car le curcuma tout seul n'est pas capable de traverser la barrière intestinale. Nos cellules intestinales ne sont capables de l'absorber que s'il est associé au poivre noir. Donc en fait, autant dire que si on ne l'associe pas au poivre noir, on peut en manger et il repart tout de suite de l'autre côté. Voilà, donc ça ne sert à rien d'en manger si on ne l'associe pas au poivre noir. Pour ses effets côté médicament de cet aliment, il a donc des propriétés anti-inflammatoires hyper puissantes. Il protège et augmente les fonctions du foie, donc il protège le foie et il facilite, on va dire, le travail du foie. Et il a également une action hyper préventive et apaisante sur les maladies du système digestif, notamment la maladie de Crohn. Il apaise énormément les douleurs que l'on peut ressentir au niveau de la digestion si on est atteint de cette maladie. Il a également une action sur les ulcères et aussi une diminution du cholestérol dans le sang pour les gens qui consomment régulièrement du curcuma associé au poivre noir est observé. D'ailleurs, à noter que le poivre est sur notre liste, notre liste donc des super aliments validés par l'AFSA. Et lui, il diminue les ballonnements, les troubles intestinaux. Il a une grande action anti-inflammatoire
il soigne la toux. Donc on peut même l'intégrer dans des infusions, par exemple, s'il y a des cas de toux à soigner rapidement et que les médicaments mettent un petit peu de temps à agir, ça peut être une bonne solution. Et alors, le poivre, le petit côté magique que l'on ne connaît pas de lui, c'est qu'il a une action sur l'humeur en cas de trouble de l'humeur. Et oui, le poivre donc agit au niveau cérébral après passage dans le sang sur la sécrétion de sérotonine. Voilà, donc c'est le petit plus à intégrer si jamais vous avez des petits troubles de l'humeur. Et soit dit en passant, le miel de tilleul également a une action au niveau des troubles de l'humeur. Donc dans les infusions, si par exemple c'est votre cas, vous pouvez préférer le miel de tilleul à du sucre qui en plus n'est pas forcément très très sain. Voilà, donc la petite astuce voilà, pour tout ça. Et sur notre liste en continuant, nous trouvons les fameuses algues qui, elles, sont plus difficiles, je le conçois, à intégrer. Par contre, les algues, le côté qu'elles ont, c'est qu'elles filtrent l'eau, mais elles ne retiennent pas les métaux lourds. Donc, pour tous les bienfaits des côtés iodés, etc., sans avoir les méfaits, on va dire, que l'on peut parfois retrouver dans le poisson, à cause de ce côté métaux lourds que les poissons peuvent parfois, par moment, donc être interdits à la consommation. C'est à cause de cela. Et les algues, elles, ne souffrent pas de ce problème, car elles ne les retiennent pas. Et en plus d'avoir donc cette capacité, les algues, en particulier la spiruline, ont une action hyper protectrice sur notre santé, la circulation sanguine. Elles sont hyper détox. Elles ont un effet régénérateur et tonifiant. Donc c'est quand même assez puissant au niveau des algues, même si elles ont un goût très fort. Ça peut être une bonne solution. S'il y a besoin d'une petite cure, c'est parfois difficile, mais on peut l'intégrer à des smoothies avec des fruits et des choses comme ça. Elles ont une puissante teneur en protéines, donc si vous êtes végétarien, vous connaissez forcément les algues. Elles contiennent également notamment la spiruline de la caroténoïde, qui est le précurseur de la vitamine A. C'est une vitamine que notre corps ne sait pas fabriquer, on ne synthétise pas la vitamine A, on ne peut la consommer, l'utiliser que par la consommation de l'alimentation. Et donc si nous consommons du caroténoïde, nous consommons le précurseur de la vitamine A. Et cette réaction chimique, par contre, dans notre corps, elle est très très rapide. Donc c'est comme si on mangeait de la vitamine A pour notre corps. Donc ça, c'est parfait. Et il y a également, dans la spiruline notamment, de la phycocyanine. Alors c'est un pigment, mais qui a également beaucoup de bienfaits antioxydants. Donc également anti-cancer. Et pour tous les radicaux libres, si vous avez envie d'avoir une jolie peau, il faut en manger, par exemple. Et alors, la spiruline, c'est vraiment une des championnes dans les algues au niveau antioxydant. Et elle contient même la vitamine B12 que l'on ne trouve que dans la viande. Pareil, si vous êtes végétarien, c'est forcément dans votre alimentation déjà la spiruline championne sur la liste. Alors là, j'évoque un petit peu le cancer, justement. Il y a énormément de cancers qui pourraient être évités de par l'alimentation. Il faut savoir que à peu près 5 à 10% des cancers développés sont dus à une action génétique, à un problème, on va dire, génétique, ce qui signifie qu'il y a environ 90% des cancers qui pourraient être évités de par une alimentation déjà pendant la grossesse, puis durant l'enfance, et puis durant la vie ensuite, quoi. Et donc, cette liste de l'AFSA, là, maintenant, je l'ai terminée. Par contre, à noter, même si ces aliments ne sont pas tous sur la liste, je vous énumère les aliments anti-cancer, qui sont vraiment efficaces à fond. Ils ont fait leurs preuves à travers plusieurs études, notamment américaines. Et donc ces aliments sont vraiment des actions, même déjà si vous avez déjà un cancer et que vous êtes en soins, vous rajoutez ces aliments à votre quotidien et l'efficacité des soins sera doublée, triplée, enfin c'est magique. Il suffit de manger.
Donc, c'est les aliments anti-cancer. Un des numéros un, c'est la baie de goji. Vous pouvez manger tous les matins 4-5 baies de goji. C'est hyper préventif et également curateur. Ensuite, nous trouvons les litchis. Les litchis sont vraiment très, très, très efficaces. Il y a toutes les baies et les graines, mais en fait, le but des baies et des graines, il faut les consommer entiers. C'est en les consommant entiers qu'ils ont donc toutes leurs propriétés qui sont actives. C'est voilà, hyper efficace. Les lentilles également sont un allié de pair dans la prévention cancer. Tous les champignons, ils sont hyper, hyper anti-cancer. Tous les aliments fermentés également. Le curcuma, hein, comme on l'a déjà vu, qui est associé au poivre noir. Alors lui, de par tous les antioxydants qu'il contient, il a une efficacité magique contre le cancer. Très, très efficace. Tous les légumes feuillus. Alors les légumes feuillus vert foncé, comme les choux, tout ça. Tout ce qui est vert foncé, en fait, ça contient énormément de chlorophylle qui va aller aider à la régénération sanguine. Et forcément, un sang en bonne santé, hein, c'est la base. Hein. Alors la grenade, qui est par contre elle aussi sur notre liste de l'AFSA, c'est un fruit magique, hyper riche en antioxydants et naturellement anticancéreux. Et la grenade a également d'ailleurs une action sur notre sang, propriété de soins cardiovasculaires très très puissante. L'oignon, qui est sur notre liste AFSA, est également magique au niveau propriété anticancérigène. Et le chocolat noir. Et oui, alors, bien évidemment, noir. Les chocolats qui contiennent du sucre, du lait, des machins, des bidules, non, ça marche pas. Si par contre, vous arrivez à manger le chocolat noir, un petit carré tous les jours, voilà, c'est la petite action prévention qui fait du bien dans tous les sens du terme. Et alors, un petit conseil pour éviter aussi au niveau alimentation, prévention des cancers, si dans la famille il y a des gènes, tout ça, c'est la consommation de viande rouge. Elle n'est pas à bannir, mais la viande rouge devrait être consommée 1 à 2 fois par semaine maximum, car cette viande contient énormément d'hormones. Et ces hormones, normalement, sont prévues pour le veau, hein, ou des gros animaux, quoi, hein, qui sont bien plus gros que nous. Et donc ces hormones qui sont pour les petits, normalement, ont un rôle d'accélération sur la division cellulaire. Donc le veau a besoin de ça pour grandir. Parce que lui, il doit prendre 4 fois sa taille en un an pour atteindre sa taille adulte. Donc il a dans sa viande, hein, c'est comme ça, les hormones qui lui permettent de développer, de diviser ses cellules 2 à 4 fois plus rapidement que nous, humains. Et un cancer est justement une division cellulaire qui se fait trop rapidement avec des cellules qui n'arrivent pas à maturité. Donc une consommation excessive de viande rouge peut venir dire à notre ADN, oui, j'active cette partie-là de gène cancer. Donc voilà, c'est comme tout, il faut une gestion et une consommation limitée et puis tout se passe bien, voilà. Et il y a les cuissons que je n'ai pas évoquées encore et qui sera donc le dernier point que j'évoquerai aujourd'hui dans ce podcast. Les cuissons de nos aliments jouent un rôle sur les nutriments que ces aliments contiennent. Donc, pour vous donner une base d'idées, si on part sur les modes de cuisson et par rapport aux nutriments donc, contenus dans les aliments que l'on mange, il faut savoir que toutes les enzymes digestives disparaissent entre 14 et 75 degrés. Donc, si on a besoin de certaines protéines, elles peuvent être détruites déjà, certaines à partir de 40 degrés. Ensuite, la vitamine C, qui est un allié de pair pour notre santé et on en a absolument besoin, elle, à partir de 60 degrés, elle commence déjà à être dégradée et à 75 degrés, elle est complètement détruite. Ensuite, à 90 degrés, c'est la vitamine E, une partie de la vitamine E, mais du coup, on ne peut plus forcément l'utiliser comme
on en a besoin. Et une bonne aussi partie des vitamines du groupe B commence à se dégrader, à être détruite à 90 degrés. À partir de 100 degrés, tous les minéraux et oligo-éléments, donc les minéraux calcium, toutes ces petites molécules, elles commencent déjà à 100 degrés à être détruites. Donc on perd la capacité de nutrition de l'aliment déjà à 100 degrés de cuisson. Et alors à 110 degrés de cuisson, là c'est la vitamine A et la vitamine D qui sont détruites. Et donc voilà, ça fera également l'objet de notre podcast. Mais les carences en vitamines peuvent avoir un effet dévastateur sur notre organisme. Donc les cuissons à éviter sont les cuissons où l'on fait bouillir dans l'eau si on ne garde pas l'eau, si on jette l'eau. C'est-à-dire si par exemple vous faites bouillir des légumes mais que l'eau de cuisson va servir de bouillon, là c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Par contre si on rejette l'eau, c'est pas forcément super nutritionnel. On va dire que le score descend quand même fortement. Toutes les cuissons au barbecue sont cancérogènes. Donc avec cette fameuse chaleur et charbon, etc. Donc c'est forcément pas la meilleure des cuissons. Donc en été, quelquefois, ok. Mais pour les gens qui mangent au feu tous les jours, il vaut mieux utiliser quand même des casseroles, même si c'est au feu, pas forcément manger tous les jours directement à la braise, quoi. Ensuite, nous avons la cocotte minute qui monte à plus de 200 degrés. Et donc forcément, toutes les propriétés nutritionnelles en prennent un coup. Et la friture qui, elle, est à conditionner vraiment à certains moments, hein, pas tous les jours, vraiment, vraiment pas tous les jours la friture. Parce que la friture, en fait, entraîne la formation de gras trans dans notre alimentation. Et ces gras trans qui sont en fait les acides gras non essentiels. Et ce sont eux qui font monter le mauvais cholestérol dans notre sang. C'est pour ça que c'est à limiter. Voilà. Et les cuissons qui vont donc préserver toutes les qualités nutritionnelles de nos aliments et autres aliments, parce que les autres aliments nous apportent également plein de bienfaits, notamment de vivre, hein, tout simplement. Donc, les cuissons à privilégier sont donc les vapeurs douces à 95 degrés. Là, on préserve toutes les vitamines, vraiment, tous les sels, oligo-éléments, minéraux, tout ça est vraiment préservé de A à Z en utilisant cette vapeur en cuisson. Les cuissons à l'étouffée sont très très bien aussi pour préserver tout ça. Les cuissons au wok. Donc le wok, en fait, de par sa forme, il permet une cuisson qui garde les nutriments relativement intacts. Le bain-marie, lui forcément, hein, c'est une cuisson très lente mais qui préserve toutes les qualités nutritionnelles que l'on peut trouver dans tous nos aliments. Et les papillotes, la cuisson en papillote, hein, qu'on connaît pour le poisson et qui peut être utilisée pour plein d'autres aliments. Elle est magique pour tous les micronutriments de notre alimentation. Pour ceux qui aiment à consommer les aliments crus, alors là, évidemment, c'est le plus pour préserver tous ces petits micronutriments que l'on trouve dans notre alimentation. Et ceux qui ne consomment pas encore cru, mais qui ont envie d'essayer, je peux vous conseiller de faire des smoothies avec les aliments crus. Vous pouvez mélanger des fruits, des légumes ensemble. Et c'est vrai que le fait de consommer en smoothie facilite la digestion, qui est parfois difficile pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et la consommation de graines germées peut également apporter beaucoup de micronutriments qui sont essentiels à notre développement convenable et correct, tout simplement, quoi. Voilà. Donc j'espère que ce petit podcast vous aura appris des petites choses. Et si besoin de conseils pour la mise en place, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je peux vous conseiller comment incorporer ceci ou cela dans votre quotidien avec grand plaisir. Et bien je vous dis à bientôt dans un prochain podcast où je parlerai de la flore intestinale qui nous permet l'absorption de tous ces fameux micronutriments, mais pas que, car notre flore intestinale a également un rôle dans nos émotions. Et
je vous dis à bientôt pour découvrir tout ça. Au revoir.